Alors, Monsieur Guy Moreau, si vous voulez bien prendre place. Guy Moreau est ébéniste et travailleur de la construction. Et son parcours en santé mentale l'a conduit pendant une dizaine d'années à expérimenter, à utiliser les services réguliers de la psychiatrie. Depuis l'an 2000, il poursuit sa démarche dans le milieu alternatif en santé mentale et plus particulièrement en défense de droit. En tant qu'administrateur, il a effectué 2 mandats à la GID. Il est présentement aussi membre du conseil d'administration du groupe de promotion et de défense des droits de Prodef en Estrie. De plus, il est formateur agréé depuis 5 ans pour la formation, la fameuse formation L'autre côté de la pilule de la GID. M. Moreau est un collègue très estimé de ses pairs. Et si tous connaissent son côté cérébral et analytique, c'est un gars, hein? Les plus chanceux connaissent aussi son humour savoureux. Alors, M. Moreau, à vous la parole. Merci beaucoup. Bon, je vais skipper la présentation, elle est déjà faite. Je n'aurais pas besoin de me présenter. C'est plus même que j'en aurais fait moi-même. Alors, l'objet de la présentation, c'est justement de mettre la vision critique en relief dans mon expérience personnelle. Quelles furent les étapes de mon parcours? Évidemment, le propos peut être un peu éditorial. C'est le but de mon propos, c'est justement de vous partager mon expérience. Voilà. Mais d'abord, la vision critique. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je me sens plus droit, là, un peu. OK. Alors, quelques définitions en vision critique. La vision critique, c'est une démarche d'objectivation. Elle vise à réduire les erreurs de jugement. C'est une discipline d'honnêteté intellectuelle qui permet de lutter contre les mystifications. Elle permet de prendre du recul par rapport à ses propres croyances et convictions. La vision critique préfère la réalité, même difficile, même complexe, aux illusions confortables ou aux simplifications abusives. Elle ne se précipite pas pour interpréter les faits avant de s'être assurée de leur réalité. La vision critique est une démarche de remise en question des opinions ainsi que de leurs arguments, du vocabulaire utilisé, de la présentation du réel et finalement de la source émettrice. Personnes, médias, institutions, experts, organismes, etc. La vision critique ne possède pas la vérité. Elle la cherche. Il est important de ne pas faire une valeur absolue de ses opinions, de ses croyances, et de ne jamais perdre de vue l'exigence de rigueur et de vérité. Finalement, ma vision ne saurait valoir pour tous, puisqu'elle m'est propre. Vision critique et psychiatrie biomédicale. Rentrons dans le vif du sujet. D'abord, une définition tirée de Wikipédia. La psychiatrie est une spécialité médicale traitant de la maladie mentale, en guillemets. L'étymologie du mot psychiatrie provient du mot grec psyché ou psyché, qui signifie âme ou esprit, et iatros, qui signifie médecin, littéralement médecine de l'âme. Nous avons une idée assez précise de ce qu'est la médecine. Par exemple, elle sait réduire les fractures et résorber les virus à l'aide d'antibiotiques. Pour ce qui concerne l'âme et ses synonymes, psyché, esprit, conscience, mental, c'est beaucoup moins évident. Le postulat de la science au sujet du mental, c'est qu'il se réduirait au physique. L'âme ou le mental serait identique à une propriété physique. Autrement dit, selon la science, l'âme ou le mental serait le fait d'un processus biochimique. Alors, un postulat n'a pas valeur de vérité scientifique. C'est un principe non démontré, utilisé dans la construction d'une théorie. Faute de mieux, sur la question de l'âme ou du mental, peut-être aussi afin de s'attribuer une aura de crédibilité, la psychiatrie biomédicale adhère au postulat de la science. Ce qui revient à aborder la question de santé mentale de façon empirique. L'approche empirique est celle que conduisent les chercheurs sur les rats de laboratoire afin de vérifier une hypothèse. Dérive du contrôle social biochimique. Ceci étant dit, si la psyché individuelle ou collective est un substrat de soupe biochimique,
Je peux bien imaginer qu'une psychiatrie intimement liée à l'industrie pharmaceutique puisse se soustraire assez difficilement à l'idée d'assaisonner la dite soupe d'une variété de substances chimiques. Gérer les problèmes de la condition humaine au cas par cas avec des substances chimiques, au lieu d'en adresser les causes systémiques ou sociales, peut sembler pratique à court terme, mais tant sur le plan individuel que collectif, on n'en adressera jamais plus que les symptômes. Alors que les problématiques de santé mentale semblent devenir endémiques et qu'une dose de créativité nous permettrait d'aborder la question sous un autre angle, les pharmaceutiques voient dans la médicalisation des problèmes sociaux une opportunité de faire davantage de profit. Et plus il y a de profit, plus il y a de poids politique pour perpétuer cette approche. Les indices démontrent, hors de tout doute, que la tendance se confirme. Et le risque auquel le tandem psychiatrie biomédicale et pharmaceutique nous expose, c'est la dérive du contrôle social biochimique. À titre d'exemple, je rapporte qu'aux États-Unis, chez les femmes d'âge moyen, c'est-à-dire entre 40 et 59 ans, environ une femme sur 4 consomme des antidépresseurs. Et je crois que la statistique est la même ici au Québec. Maintenant, des étapes de mon parcours dans la vision critique. Spinoza, un philosophe du XVIIe siècle, identifiait 3 genres de connaissances. Le oui-dire, qui est le champ des croyances, la raison, qui consiste à établir des rapports entre les choses par la logique, et finalement la connaissance claire et exacte, qui s'intéresse à l'essence des choses via l'intuition. Bref, une connaissance qu'on veut un peu plus globale, quoi. Fait que le oui-dire et les croyances. Première étape. La psychiatrie biomédicale affirme que les troubles mentaux peuvent être compris comme des maladies du cerveau, mais rien ne confirme cette hypothèse. Elle indique également que les traitements médicamenteux sont efficaces pour traiter les troubles de santé mentale, mais on ne comprend toujours pas exactement les mécanismes d'action de ces substances. Potentiellement, nous sommes tous faux. Le nombre de maladies mentales répertoriées dans le DSM a été multiplié par presque 3 depuis 30 ans. Moins de 150 dans le DSM-3 et approximativement 400 sont prévus dans le DSM-5. Monsieur Moreau, vous avez un déséquilibre chimique au cerveau. C'est comme le diabète. Vous devez prendre vos pilules. Évidemment, j'y ai cru. Je préfère passer assez rapidement sur cet épisode de mon existence. Disons simplement que lors de mes rencontres de 15 minutes, avec le psychiatre ou avec le médecin, je suis systématiquement ressorti du bureau avec une prescription. Je me suis livré à ce rituel pendant 10 années de ma vie, de la même façon qu'on se prête à une religion. Résultat, mon arrimage dans la société, mes facultés de travail, la généralité de mes conditions d'existence se sont effritées. Et ma condition de santé mentale fut loin de s'en trouver améliorée. Si bien que j'en suis venu à penser que la seule issue à ma situation était le suicide. Et qu'en fait, on n'en espérait pas moins de moi. J'entends que pour certains, l'expérience biomédicale faut plus concluante. Mais au cours des années que j'ai passées en défense des droits, j'ai vu et entendu des histoires d'horreur bien pires que la mienne. Concernant la raison, la connaissance déductive, la logique, quoi. Si la psychiatrie biomédicale était véritablement une science, conformément à une démarche médicale conventionnelle, la validation de ces méthodes thérapeutiques devrait s'accompagner de preuves scientifiques incontournables. Autrement dit, de la même façon qu'un antibiotique peut tuer un virus, la psychiatrie biomédicale devrait guérir la maladie mentale. En fait, le mieux qu'elle puisse faire, c'est cibler les symptômes et souvent, le traitement n'est pas plus avantageux que la maladie elle-même. Lorsqu'une guérison survient, c'est plus souvent qu'autrement le fait de la démarche personnelle de l'individu que de la médication. Cette première constatation étant faite, j'ai compris que l'issue qui s'offrait à moi consistait à assumer la totalité de ma condition. Afin d'en maîtriser un maximum de facteurs, je me suis efforcé de mettre ma démarche en perspective dans la notion bio-psycho-sociale des problématiques de santé mentale.
Concernant la raison pure et désincarnée, si elle ne peut décoder à elle seule toute la complexité de l'esprit humain, il m'est tout de même apparu que l'exercice permet au moins de s'extraire des mystifications et de se faire une tête plus congruente. Un avantage non négligeable lorsqu'il s'agit de composer avec une problématique de santé mentale. De plus, il y a longtemps, un ami me disait « Le cerveau, c'est comme une éponge, ça se tord. » Se confronter à des sources d'informations alternatives, c'est accepter de se voir bousculer dans ses croyances, pour finalement réaliser que nous donnons trop souvent foi aux idées courantes sans jamais les questionner. Se défaire des formatages de la pensée, c'est comme ouvrir les fenêtres pour laisser entrer de l'air frais et faire de l'espace pour des idées mieux adaptées à ces circonstances. Évidemment, la démarche critique réclame des efforts. Mais c'est du courage de préférer la vérité aux illusions confortables qu'on émerge progressivement du brouillard. En fait, la méthode n'a rien d'ésotérique. Il suffit de confronter tout ce qui souhaite s'installer dans notre esprit aux questions suivantes. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Et voir si ça tient la route ou si on en tient à en faire notre pain quotidien. Par exemple, qui? Les protagonistes, leurs dogmes, leurs allégeances, leurs intérêts. Quoi? Propagande corporative ou véritable information scientifique? Où? Source de l'information et à qui profite-t-elle vraiment? Quand? Ce qui prévalait à une certaine époque est-il périmé? Et ce qui prévaut aujourd'hui est-il meilleur? Quel est le contexte historique? Comment? Les moyens mis en œuvre? Assertion, arguments, formes polémiques. La méthode vise-t-elle à toucher le champ des émotions ou celui de la raison? Et pourquoi, finalement? Altruisme, humanisme, manipulation, idéologie, marketing, intention lucrative. De la même manière qu'une nourriture saine est vitale à notre santé mentale et que nous ne pouvons nous alimenter indéfiniment de malbouffe sans en subir les conséquences, les informations auxquelles nous adhérons sont aussi vitales à notre santé mentale. Le rôle de la vision critique est justement de s'assurer que la diète que nous imposons à notre esprit ne soit pas indigeste, voire même suffisamment toxique pour nous mettre en péril. La vision critique n'est pas une fin en soi, c'est une démarche. Raoul Duguay, le poète, disait « La vérité, la vérité, la vérité, c'est une poignée de sable fin qui coule entre mes doigts. Tout est toujours à recommencer. Et il n'y a de repos que pour celui qui cherche. » Évidemment, l'intérêt de chercher, c'est de trouver. Et comme le chercheur d'or trouve rarement des pépites dans le fond de ses poches, pour trouver, il faut pratiquer le genre d'attention préconisé par Krishnamurti, qui consiste essentiellement à examiner la globalité de la vie hors du centre de soi-même. Évidemment, la démarche critique favorise la formation d'une pensée plus personnelle, mais les réponses ne se trouvent jamais dans un seul esprit. Le savoir global réside plutôt dans le continuum historique des expériences humaines. Pour ce qui concerne le support à la démarche critique, il s'en trouve auprès des organismes alternatifs qui valorisent l'exercice de la vision critique en tant qu'outil d'appropriation de pouvoir sur sa vie. Ceci inclut évidemment le mouvement de défense de droits en santé mentale du Québec. Maintenant, la connaissance claire et exacte. Le mouvement de défense de droits en santé mentale revendique que la personne est experte de sa situation. À ce titre, et comme bien d'autres avant moi, j'estime avoir suffisamment palpé les questions de santé mentale pour en connaître l'essence au-delà des limitations de la science. En fait, ce n'est pas tellement sorcier de faire mieux. Circonscrire la nature exacte de l'âme, de l'esprit ou de la psyché demeure hors de portée pour la lentille d'un microscope. Ne serait-il pas temps pour une psychiatrie en perte de crédibilité de commencer à examiner les choses là où elles se trouvent vraiment, c'est-à-dire hors du centre d'elle-même et de ses prétentions scientifiques? Il lui suffirait peut-être, pour cela,
d'interpeller les personnes qui savent vraiment de quoi ils parlent. L'humilité de reconnaître les limites de son art est une forme d'intelligence. Et je doute fort que le trouble compulsif, consistant à prescrire des substances à tout propos pour ordonner le fonctionnement du cerveau, puisse jamais se substituer à la sagesse du fameux Carl Gustav Jung, qui, pour sa part, reconnaissait au sujet de la psyché: je sais ce que ce n'est pas, mais je ne sais pas ce que c'est. Au-delà de la raison pure et désincarnée, la connaissance claire et exacte concernant la psyché est essentiellement intuitive. La complexité de l'âme humaine ne peut être abordée que par ce détour. Bref, je peux bien rédiger une thèse sur des thèmes comme l'amour ou la souffrance, mais c'est seulement lorsque j'en aurai touché l'essence que je saurai vraiment de quoi je parle. Il est de ces choses qui ne peuvent s'apprendre autrement. Et c'est sans doute pour cette raison qu'au-delà du cursus universitaire, on réclame du futur praticien en psychologie qu'il palpe lui-même sa propre psyché via la thérapie. Pour en revenir à la psychiatrie biomédicale, je suis tenté de reprendre le dicton populaire: le borgne est roi au pays des aveugles. En adhérant au postulat biochimique de l'esprit humain, on peut se demander si la psychiatrie n'est pas un navire en dérive qui entraîne ses patients dans sa propre psychose. Une chose est certaine: si un changement de paradigme devait survenir dans la gestion des problèmes existentiels de la condition humaine, elle a davantage de chances de provenir d'une conscience collective éclairée que de la consommation systématisée de psychotropes légaux. Ceci étant dit, je reconnais tout à fait que les psychotropes peuvent affecter le fonctionnement du cerveau. Mais au sujet de l'âme, ma démarche dans la vision critique a le mérite de m'acheminer vers un constat plus holistique et moins mystificateur que le postulat biochimique. Et le voici. L'âme humaine, il n'y aura jamais que la qualité des rapports humains qui puisse vraiment la toucher. Et ça, j'estime qu'il s'agit d'une proposition fondée dans la connaissance claire et exacte. En conclusion, tel que mentionné en début de présentation, je suis formateur pour la formation du côté de la pilule. Et je comprends très bien que retirer la bouée à quelqu'un qui ne sait pas nager, c'est pas avantageux. Alors, je m'efforce d'être délicat. J'espère y arriver. Afin d'attribuer un sens aux choses, tout de même, je me livre à des réflexions pour mon propre bénéfice. Mais je ne prétends pas à la vérité sur tout. Aussi, l'objectif de cette présentation se résume uniquement à vous partager mon propre parcours dans la vision critique. Le privilège que vous pouvez me faire, c'est de le recevoir dans le même état d'esprit, car ma vision ne saurait valoir pour tous. Merci et bon colloque à tous. Merci infiniment, M. Moreau. Quelle façon magistrale de bien commencer ce colloque. Petite note, on vous demanderait de fermer vos cellulaires, si c'est possible. Mettez-les en mode... comment ça s'appelle, là? Alors... Attends. Oui. Oui, c'est ça, Doris, mêle-toi donc de tes affaires. C'est moi qui anime. Alors, j'allais vous inviter, justement, à venir au micro, passer vos commentaires ou vos questions ou vos remarques sur la présentation de M. Moreau. Je vous dis tout de suite, parce qu'il y a des précautions éthiques à prendre, que ce colloque-là est enregistré, filmé et va faire partie des actes
hôte du colloque. Or, nous avons la chance d'avoir avec nous M. Roy, qui est le cinéaste, le réalisateur de cette émission, et avec son copain aussi, son collègue Philippe Gagné. La biographie de M. Roy, elle est imposante. Je ne pourrais pas vous lire tout ça. Je peux vous dire qu'il a gagné plein de prix, dont un prix Gémeaux l'automne dernier pour la web-série Pick-up, à la rencontre du bout du monde. Bref, c'est un monsieur bourré de créativité, de talent, d'énergie, d'imagination. Et c'est lui, imaginez-vous, qui va produire ce vidéo-là. Alors, M. Roy est aussi accompagné de M. Laurent Roy, qui est son papa, qui est son père. Et M. Laurent Roy est un habitué des colloques de la GID, puisque dans le passé, à plusieurs reprises, M. Roy et son épouse, qui est propriétaire de la Disco 2 Soleil, ont souvent assuré la qualité sonore et l'animation musicale des colloques de la GID. Alors, bienvenue, puis on est très content que ce soit vous qui soyez là. Alors, bien sûr, c'est un vidéo, donc ça va être filmé. Or, il semble que la loi, quand on filme des foules sans focusser sur des visages, c'est correct. C'est ça? Bon, c'est tout à fait légal. Mais quand on focus, là, il faut une forme de permission, un accord de la personne. Alors, on va prendre pour acquis que quand vous allez au micro, qui sont dans la salle ici ou bien sûr en avant, vous avez accepté d'être filmé, donc que votre face et vos paroles apparaissent dans ce vidéo. Par ailleurs, vous avez tout à fait le droit de ne pas vouloir ça. C'est légitime et c'est accepté. Donc, si vous voulez intervenir sans aller au micro, vous levez la main et là, Doris, qui va se mêler de ses affaires, va aller vous voir avec un micro et vous pourrez intervenir et vous ne serez pas filmé. Est-ce que ça vous convient? Bon, alors c'est comme ça que nous allons procéder. Alors, dès maintenant, M. Moreau, peut-être vous pouvez retourner là, M. Moreau, puis s'il y a des questions, commentaires, et on alternera en micro, mais on alternera aussi hommes et femmes, de façon à pouvoir permettre une certaine égalité dans les prises de parole. D'accord? Et nommez-vous en partant. Ouvre-le. Marie Toutant. Voilà. Alors, cher Monsieur Moreau, c'est la première fois, moi, que je vous entends. J'ai été vraiment, vraiment impressionnée par votre discours. Vous me rejoignez à 300%. Je me suis... pendant une vingtaine d'années, en tant que militante, je me suis donné comme responsabilité de poursuivre cette vérité-là et d'avoir un regard holistique, comme vous dites. Et je peux vous dire que ça m'a servi à moi personnellement et aussi aux gens qui m'entourent. Je trouve ça crucial et aussi le fil conducteur de mon cheminement a aussi été de dire aux gens qui se disent experts que nous sommes les experts de ce qui nous arrive, chacun d'entre nous. Et je poursuis encore cette démarche-là parce que c'est pas gagné. On a même des reculs au niveau de l'empowerment, je trouve. Et il faut se méfier, il faut être vigilant. Et moi, je crois qu'on va encore avoir beaucoup de travail là-dessus. Il faut, entre nous, se le dire et se former pour mettre le pied dans la porte et dire que nous sommes les citoyens qui devons prendre part aux décisions qui nous concernent, que ce soit, présentement, on parle des assistés sociaux, que ce soit de cet ordre-là ou en santé mentale. Donc, je suis aussi vue beaucoup par rapport aux familles, mais moi, je vais partout, autant avec les gens qui ont un problème de santé mentale, je vais faire un coming out, je viens de savoir que j'en ai un dernièrement. Donc, j'ai ce chapeau-là en plus. Et donc, merci beaucoup pour votre discours et je suis très contente d'être ici. De toute façon, il ne faut pas que tu te décourages là, avec près de 400 nouvelles pathologies dans le DSM-5. Beaucoup de chance, c'est que tu puisses en avoir un. Alors, monsieur, oui? Attendez une seconde. Ouvrez le micro. Non, il n'est pas ouvert.
Voilà, Allô, merci. allô. Bon. Ça va? Oui. Oui, mon nom c'est Michel Larrivé de ProDef en Estrie, le même organisme que Guy participe. Ma question, Guy, ça serait, tu as parlé d'une approche alternative à la médication. Comment, toi, qu'est-ce que tu as trouvé justement comme alternative? Tu as parlé de ton implication à ProDef. Est-ce que c'est essentiellement ça qui t'a aidé? Bien, écoute, c'est sûr que ProDef Estrie, c'est un organisme de défense de droits, là. Il y a, puis les droits, ben, ça fait partie ici du rétablissement aussi, là. Puis, mais à Sherbrooke, il y a aussi un organisme qui s'appelle l'Accordé, qui lui est plus dans des pratiques alternatives. Puis bon, moi après une dizaine d'années là, de parcours dans le milieu avec la psychiatrie biomédicale, j'en suis venu à bout, là, je me suis dit, bon, ça me mène nulle part. Lorsque je me suis présenté chez ProDef, j'ai dit, regarde, moi, je vais venir faire du bénévolat ici. Puis, la seule chose que je vous demande, c'est, je vais opérer dans ce boîte-là. Puis, si je rencontre des problèmes, je vais rencontrer quelqu'un qui puisse me dire comment je peux adresser les problèmes au fur et à mesure. Et puis, c'est comme si... En fait, je dirais que je l'ai un peu formé moi-même, ma thérapie. Puis, c'est de là l'importance, c'est de... Pas trop là-dessus, quand même, non. De là l'importance de considérer que la personne est experte de sa situation. C'est elle qui sait probablement ce qui lui convient mieux. Merci. Parfait. Alors, bon, je vais vous... Ah, excusez-moi. Parfait. Une dernière intervention. De toute façon, hein, dans le courant de la journée, il va y avoir à plusieurs moments où vous pourrez prendre la parole, donc ne vous gênez pas. Là, Oui, monsieur? Bon, quand on a parlé Est-ce que vous pourriez vous identifier? OK. Gary Stevenson, de l'endroit de Laval. Quand on a parlé de la démarche intuitive, les troubles en santé mentale, ça procède beaucoup de l'inconscient, disons, ou d'une autre forme de conscience. Puis, en regardant de près, l'ayant vécu aussi, les lignes de fragmentation de la personnalité, d'après moi, ils courent autour de la peur de mourir ou de ne pas vivre assez. Il y a la sexualité, le passé, tout ça sur l'espace d'une conception de l'espace-temps, si on veut. Parce que quand on fait une psychose, on tombe dans un temps désolé, une espèce de temps sacré. L'inconscience est Dieu, si on veut. Ça nous amène à la principale, l'essence de ce qu'on appelle la folie elle-même. C'est le fameux paradoxe, l'amour et la haine. C'est à peu près ça qui est l'essentiel de notre souffrance. Alors, sans poser aucun jugement contre qui soit qui souffre, nous, ceux qui souffrons, une de nos principales défis, c'est en quelque sorte d'apprendre à aimer sans poser aucun jugement en fonction de ce que j'ai dit sur le paradoxe. Merci. Juste pour faire un commentaire, en fait, la démarche, là, c'est pas une démarche intuitive, là, c'est la vision critique. C'est ça qu'est la démarche critique, ou ce qu'on appelle l'esprit critique. C'est ça que la démarche. L'intuition, c'est pas vraiment une démarche comme telle, c'est un outil qu'on peut se servir un petit peu comme la raison. Alors, le but, puis l'objectif de mon discours, c'est pas de me prononcer en expert sur ces questions-là non plus, là. C'est de vous partager un petit peu comment moi je sens ça dans ma vie, là. Je résume ça.
Alors, merci beaucoup. Et dans le fond, nous avons ouvert le colloque et on m'a demandé de juste dire un petit mot pourquoi moi j'avais accepté de faire ça pour ensuite passer au plat de résistance, l'apéritif ayant été extraordinaire et très substantiel. Alors, quelques mots seulement. Moi, je pense que, outre le fait que c'est un privilège d'être ici, il y a vraiment, je sens, du moins, un momentum critique à l'heure actuelle dans le champ de la santé mentale. Quand on regarde tout simplement les critiques virulentes autour du DSM-5, mais attention, les critiques qui fuient dans toutes les directions, mais il reste qu'il y a là, je pense, pour la première fois de façon aussi explicite, en tout cas, et aussi médiatisée, une remise en question de la Bible. C'est pas rien dans notre univers mental. Je pense aussi au dernier colloque de la Maison Saint-Jacques, qui avait invité, entre autres, Gori, à parler sur la parole en marge et comment, en fait, la dérive de la psychiatrie fait en sorte que la parole des personnes n'est plus prise en considération. Comment aussi la culture néolibérale, le système néolibéral à l'heure actuelle dans lequel on vit, contribue à médicaliser l'existence et à déshumaniser l'existence elle-même. Et comment les liens entre ce système-là et l'industrie pharmaceutique, c'est copain-copain, ce monde-là. Hein? Donc, et ça produit, c'est en train de nous transformer aussi en, pour employer un terme, sujets néolibéraux contre lesquels il faut se révolter, dans le fond. Alors, est-ce qu'on serait en santé mentale à l'aube, je dirais, d'un nouveau mouvement des indignés, ou peut-être d'un Occupy quelconque dans ce... après le printemps érable ici, et peut-être qu'on pourrait avoir un été fleuri en santé mentale. À l'heure aussi où c'est le règne d'une pensée quasi unique et à l'heure du monopole de la biopharmacologie, etc., de la biopsychiatrie, c'est quand même un privilège extraordinaire que nous offre la GID à l'heure actuelle, d'avoir un lieu, un espace, un moment pour s'imprégner d'esprit critique. Hein, la liberté de penser, retrouver une certaine liberté de penser et créer cette liberté de penser. Et elle viendra autant des conférenciers que des gens dans la salle. Hein. Dans la salle, il y a des centaines de personnes qui sont des sociologues, des philosophes non patentés, mais qui en sont et qui ont aussi développé une pensée critique. Alors, 50 ans après, les fous crient au secours, vous vous souvenez, on est 50 ans après. Peut-être que il ne faut plus juste crier, il faut s'indigner, il faut agir. Et le petit carré rouge qui se promène partout, qui a été d'abord l'emblème de la lutte à la pauvreté, du collectif pour un Québec sans pauvreté. Ensuite, les étudiants en ont fait leur symbole. Et puis, Idle No More, les peuples autochtones ont rajouté une plume à ce petit carré rouge. Bien, peut-être qu'on trouvera un signe pour ajouter quelque chose de la santé mentale. Alors voilà, je nous souhaite un excellent colloque. Thank you.